Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette conférence. Et voilà, on est quelques happy few là qui allons tous ensemble nous pencher sur la grande opportunité avec un grand O business de l'immobilier des années qui viennent. Voilà, vous faire part de notre idée, enfin de nos idées autour d'un nouveau rôle pour les zones commerciales. Voilà, moi qui me suis occupé de ces sujets pendant une dizaine d'années et qui, comme tout le monde, voit ces zones commerciales, pour une part, on va dire poliment, en reconfiguration. Hein, c'est-à-dire que le retail, depuis quelques années, se cherche une vocation, on va dire. Et donc, voilà, il se trouve que le nouveau paradigme immobilier que nous décrivons depuis des années, qui est celui de l'immobilier dans le cadre de la transition environnementale, eh bien que ce nouveau paradigme est peut-être une des opportunités que le retail attend pour retrouver un rôle urbain et immobilier et donc aussi financier. Voilà. Donc ce matin, on va avec Christophe Rodriguez vous exposer les travaux de l'IFPEB sur ce sujet, et on a le plaisir d'avoir avec nous trois brillants experts de l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, puisque justement ils partagent avec nous cette vision qu'il y a dans les zones commerciales un trésor caché, voilà, que nous allons essayer de découvrir ensemble ce matin. Alors, pour commencer, je prends une autre casquette qui est celle du Shift Project, dont je suis un des administrateurs, et donc j'ai été à l'origine avec Jean-Marc Jancovici de la création de à l'intérieur du Shift Project, de ce plan de transformation de l'économie française, qui est un appel à la planification écologique. C'est un document qu'on a fabriqué en 2020. On s'ennuyait un peu parce qu'on était tous en visio, là, puis qu'on voyait le monde s'effondrer. Voilà. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup d'argent public qui était déversé à droite, à gauche, pour sauver les compagnies aériennes, pour sauver l'industrie automobile, pour sauver ceci, cela, etc. Et au Shift, au fond, on milite pour une transformation de l'économie au service et grâce à la transition écologique. Eh bien, on s'est dit, plutôt que de déverser de l'argent dans tous les sens, on ferait mieux, nous, la collectivité française, enfin notre pays, on ferait mieux de se retrousser les manches, comme le montre Marianne là, et puis de se dire à nous, qu'est-ce qu'on aimerait comme économie, plutôt que de déverser de l'argent à droite à gauche sur la base de stimuli de toutes sortes, Covid un jour, guerre en Ukraine l'autre jour, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un plan? Voilà. Et vous savez que je pense que la transition écologique, c'est la grande affaire directionnelle de l'économie de ces dernières années. C'est-à-dire que, je vous rappelle juste que le fossile, c'est 80% de l'énergie que nous consommons. Et l'énergie, c'est le sang de l'économie. Donc 80% du sang de notre économie est encore d'origine énergie fossile. Et on sait qu'il faut qu'on s'en passe. Donc c'est comme si vous disiez à quelqu'un, écoutez, vous allez très bien, voilà. Mais dans les 3 mois qui viennent, il faut qu'on vous remplace 80% de votre sang. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être facile. Hein, voilà. Donc, vous voyez, donc la transition écologique, c'est ça. C'est une urgence incroyable de remplacer nos sources d'énergie, nos usages, de faire de l'efficacité, de la sobriété, de se réformer complètement pour être capable de passer la rampe de cette transition écologique.
de s'affranchir de ces contraintes, puisque ce sont des contraintes, de recouvrer aussi une forme de souveraineté économique, parce que les fossiles, il n'y en a pas en France. Hein, et donc, quand on est obligé d'acheter du pétrole et du gaz à Pierre, Paul, Jacques, Vladimir ou un autre, voilà, on est obligé, il y a des contreparties, c'est compliqué. Voilà, on le sait bien, on le voit bien. Bon, donc, en un mot commençant, la transition écologique, la décarbonation de l'économie, c'est une contrainte et une incroyable opportunité. Et en France, on se souvient qu'on a l'esprit de système, quand même, ça nous arrive, et que la planification nous a réussi, notamment au cours des 30 Glorieuses, hein, c'est-à-dire qu'on a été capable de s'organiser pour donner un sens à l'économie du pays et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire en sorte que la France reste une grande puissance industrielle, malgré sa taille modeste. Voilà, et donc on s'est dit, bah, finalement, ce qui a fonctionné dans le cadre des 30 Glorieuses, ça peut aussi fonctionner pour la transition écologique, c'est du même ordre. C'est une révolution industrielle aussi, à l'envers, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'être une révolution pro-charbon ou pro-pétrole, bah, c'est une révolution écologique dans laquelle on va se passer de ces deux sources d'énergie, on va les remplacer et on va se transformer complètement. Et tout ça, ça ne peut bien marcher que si on planifie. Nous, Français, on aime bien finalement la planification, ça nous réussit. Voilà, d'où ce call pour la planification, le plan de transformation de l'économie française qu'on a rédigé. Tous les secteurs sont couverts. C'est une idée qui a eu beaucoup de succès. Je crois qu'on a vendu 150 000 exemplaires de ce livre, donc pour un ouvrage collectif, pas toujours bien écrit, c'est quand même sympa. Donc ce qui prouve que l'idée, voilà, l'idée a fait son chemin. C'est aussi ce travail que nous avions fait qui a inspiré la création d'un secrétaire général à la planification écologique. Et voilà, donc ça a quand même marqué les esprits. Voilà. Alors, tout ça pour dire que dans le cadre de cette planification, on a adressé tous les secteurs. Voilà. Et comme vous le savez, la décarbonation, il y a trois grandes priorités absolues dans la décarbonation. Et de façon très intuitive, les trois grands piliers de la décarbonation, ça concerne les trois grandes sources d'émissions. Les trois grandes sources d'émissions, c'est qu'est-ce que je mange, donc c'est l'agriculture, comment je me déplace, c'est les transports, et où j'habite. Ça, c'est c'est très simple pour comprendre la décarbonation, en fait. Il y a trois grands usages, trois grandes sources d'émissions, et donc il faut être capable de décarboner les trois grandes sources d'émissions. Alors, l'agriculture, c'est très compliqué. On va mettre des années à décarboner cette industrie, qui est une industrie, c'est l'agriculture. Il y a des problèmes de productivité, il y a une forte dépendance aux intrants, etc., aux phytos. Bon, c'est compliqué. Sociologiquement, il y a aussi des enjeux économiques compliqués. Voilà. Le transport, on va y arriver. C'est chaotique, mais on va y arriver avec l'électrification de la mobilité. Voilà. Ça va prendre du temps aussi. Il y a des secteurs du transport qu'on n'arrivera pas à décarboner, comme l'aérien, par exemple. On ne peut pas renoncer au vol pour autant, mais voilà. Mais donc on va arriver qu'à un cas à décarboner les transports. Voilà. Et alors le secteur où c'est à la fois le plus désirable et le plus faisable techniquement, c'est dans le bâtiment. Le bâtiment, c'est un tiers des émissions françaises et c'est le tiers le plus facile à décarboner. Je répète tout le temps ça, mais je veux vous rappeler. Hein, donc la stratégie nationale bas carbone, elle dit qu'on doit diviser par 6 les émissions françaises entre 2019 et 2050. Le bâtiment, on divise par 20. Pourquoi on divise par 20 dans le bâtiment? Parce que c'est faisable. Parce que le bâtiment, on sait décarboner l'énergie, hein, on sait décarboner la chaleur notamment, et on sait décarboner la construction. Voilà, donc il y a une injonction très très forte, je rappelle tout le temps et je préfère le redire, dans le cadre de la planification écologique et dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, il y a une injonction très très forte sur le secteur du bâtiment
parce que c'est là où c'est le plus faisable. Voilà, donc vous qui êtes des professionnels, des experts, des expertes de l'immobilier, de la construction, bah, vous avez la chance d'être dans une industrie qui va être regardée par la collectivité, par la préférence collective pour la décarbonation, comme un secteur éminemment capable de se décarboner. Donc très forte contrainte, très forte attente, très forte régulation, très forte régulation, décret tertiaire, RE 2020, DPE, j'en passe. Voilà, donc, et vous verrez qu'aucune de ces réglementations, on le dit, on le répète, aucune de ces réglementations, malgré les discussions, ne va en arrière. C'est-à-dire que voilà, ça avance dans ce sens-là. Et donc ça va structurer votre industrie, la réglementation et des réglementations contraignantes dans le sens de la décarbonation de votre industrie, qui est celle de la construction de l'immobilier. Alors, ces contraintes, elles sont là, elles vont continuer, elles vont s'accentuer parce qu'elles sont, encore une fois, désirées par le grand public, par l'État, par les élus. Voilà, donc faut pas compter que la réglementation, que les réglementations et les contraintes réglementaires sur l'immobilier vont baisser. Au contraire, elles ont de fortes chances de continuer. Ce d'autant que on s'aperçoit que l'augmentation de ces réglementations n'est pas du tout un obstacle à l'entrepreneuriat, à la réussite opérationnelle, technique et financière de l'immobilier. C'est juste des changements de règles. Dans l'immobilier, on est dans un monde de conventions. On a le droit de construire ici, on n'a pas le droit de construire là. Puis un jour, le plan change, on a le droit de construire là, on n'a plus le droit de construire ici. On avait le droit de construire en béton et en acier. Bon, et puis on a dit que voilà, RE 2020, ça passait plus. Ben, donc on va construire en bio et en géosourcé et va bene. C'est-à-dire que voilà, on va changer de mode constructif. Mais comme tout le monde est rendu sur le même niveau de compétition technique et financière, ça pose pas de problème. Les acteurs, on leur demande juste de monter des murs autrement, de respecter de nouvelles règles. Ce qui compte, c'est que tout le monde a la même règle. Voilà. Donc, c'est un secteur où la réglementation passe très bien. Et puis, c'est un secteur où la réglementation la plus rigoureuse et éventuellement la plus ambitieuse du monde ne pose pas de problème de compétition internationale. Hein, sur le transport, on se questionne à imposer la transformation rapide du parc automobile des voitures thermiques vers les voitures électriques parce qu'on a peur que notre industrie ne soit pas aussi prête que ne l'est l'industrie chinoise et on a peur que ça soit l'occasion d'une invasion de l'industrie chinoise et qui déstabiliserait notre industrie automobile. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais voilà, c'est une crainte, en tout cas, qui est émise. Dans le cadre du bâtiment, on n'a aucun de ces problèmes-là. La RE 2020, elle s'applique à tous les acteurs en France. RE 2020, 25, 28, 31, il n'y a aucun problème, puisque aucune de ces lois ne va contre les intérêts de l'écosystème national de la construction et de l'immobilier. Donc vous voyez que attendons-nous à ce que la réglementation soit là pour s'installer, pour durer, et prenons-la comme une vague positive qui va structurer notre industrie pour les années qui viennent. Voilà ce petit mot sur la planification, la transformation, voilà, de notre économie par la planification, par l'augmentation des lois et règlements. Alors, tout ça pour vous dire, j'y viens pour venir à notre sujet de ce matin, que une des composantes, évidemment, de cette transformation de notre économie immobilière en France, c'est bien sûr la qualité de construction, la performance énergétique des bâtiments existants et nouveaux, mais c'est aussi une
une forme de, je vais prononcer le gros mot, de sobriété dans la construction. Alors, sobriété est un mot un peu légèrement punitif, enfin légèrement marqué. Voilà. Alors, les Anglais ont un mot qui est plus agréable. C'est pas sobriety, c'est sufficiency. Hein, et ça dit plus au fond, voilà, construire juste, construire ce dont on a vraiment besoin. Voilà. Et donc, dans la planification de la construction pour les années qui viennent, eh bien, il y a aussi le sujet du nombre de logements nouveaux ou de bâtiments nouveaux qu'on va construire tous les ans. Alors, il y avait pendant très longtemps, on avait sur la construction en France une espèce de convention admise qu'il fallait construire entre 400 et 500 000 logements par an. On ne savait pas exactement d'où ça venait, mais enfin, c'était répété à l'envi un peu systématiquement. Et voilà. Alors en fait, quand on fait la planification à l'échelle nationale du nombre de logements nécessaires pour les années qui viennent, il n'y a que 200 000 nouveaux ménages tous les ans en France. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait 400 000 logements par an, alors qu'il n'y a que 200 000 nouveaux ménages. Alors effectivement, il y a un petit peu de vacances, il y a un petit peu de résidence secondaire, mais ça ne joue pas tellement dans l'équation globale. Et dans le travail qu'on avait fait dans le PTEF, on s'était rendu compte qu'il y avait déjà un énorme hiatus entre cette espèce d'injonction de faire 400 000 logements par an et puis le vrai besoin objectif de 200 000. Alors, voilà. Alors, là où quand on a creusé cette problématique de la planification du nombre de logements en France, on s'est aussi remémoré que tout ça n'était pas réparti uniformément sur le territoire. Et que, puisqu'on regarde la planification, disons, à l'échelle des enjeux écologiques, c'est-à-dire 2020-2050, hein, qui est cette génération-là qui a tous les enjeux en main, eh bien, les 200 000 logements qu'on devrait construire par an, ou les 250 000 logements qu'on devrait construire par an, dans ce pays pour venir au droit de la demande tel qu'on l'anticipe mécaniquement, en fait, elle est très mal répartie sur le territoire, puisqu'il y a en fait une concentration de ces besoins, et c'est bien compréhensible, dans les zones qui sont en croissance économique. Voilà. Et sur les 30 années qui viennent, on ne peut pas décréter que, comment dirais-je, les gens, on va les installer dans des régions où il n'y a pas de développement économique significatif. Là, c'est ce qui fait qu'en fait, cette planification, elle se doit d'être réfléchie, non pas au plan national, mais il faut aussi absolument la décliner centre urbain par centre urbain. Voilà. Donc là, ça se complexifie un peu et ça fait que le chiffre de 200 000, en fait, quand on le ramène à des problématiques plus locales, quand on le décline région par région et ville par ville, en fait, on a un besoin qu'on ne sait pas aussi bien servir que si on réfléchissait au plan national. C'est-à-dire que si on pouvait installer des logements à Châteauroux pour des gens qui travaillent à Cholet, ça serait bien, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc en fait, on pourrait recycler une partie des logements vacants dans des régions qui sont en déclin démographique, mais ça serait priver les gens de travail, d'hôpital, de facilités scolaires et autres. Voilà, donc c'est par exemple. Donc en fait, effectivement, le besoin de nouveaux logements, c'est bien 200-250 000, mais c'est très concentré. Voilà. Donc on reste sur une problématique de rareté des endroits dans lesquels on va pouvoir construire. Et c'est la raison pour laquelle on a mené à l'IFPEB, et c'est Christophe qui a mené ce travail, de réflexion de où est-ce qu'on va construire ces 3,5 millions de logements sur les 25 ans qui viennent.
Et c'est là qu'on s'est dit, bon sang, mais c'est bien sûr, enfin, il y a ces fonciers de centres commerciaux. Alors, c'est amusant parce que si vous faites un peu de Google Maps, vous pouvez voir, c'est très rigolo parce que quand on reconnaît les emplacements de centres commerciaux sur les grandes villes françaises, on visualise très bien à quel point ces espaces commerciaux ont déjà mobilisé une part significative des fonciers bâtis sur le territoire. Et voilà. Et donc c'est ce qui appelle la réflexion de ce matin. Un dernier mot sur ces centres commerciaux. Contrairement aux idées reçues qu'on voit trop souvent dans la presse, ils ne sont pas si périphériques que ça. Ou plus exactement, quand ils ont été créés, ces équipements commerciaux, dans les années 60, 70, 80, ils étaient en périphérie des villes. Voilà que les villes les ont rattrapés et aujourd'hui, ce sont de véritables polarités. Je vous rappelle que depuis quelques années, on ne peut plus construire de nouveaux hypermarchés en France. Voilà. Donc les polarités, enfin ces équipements commerciaux, souvent conçus autour d'une polarité hypermarché, elles sont établies et en fait elles sont du fait de l'urbanisation et du fait qu'on n'en construit plus de nouveau, elles sont des polarités, des formes de centralité. Voilà, donc des centralités, des fonciers très importants, d'où la question, est-ce que c'est une des réponses possibles à cette problématique de construction de logements? Voilà ce que je voulais dire en préambule. Christophe. Je propose qu'on écoute nos intervenants. Je te laisse commencer avec la Alors, on a une première question pour Arnaud Diguet. Alors, Arnaud Diguet, vous êtes le représentant de la puissance publique, avec son discernement, puisque vous êtes représentant de l'EPAMarne, directeur des opérations de l'EPAMarne. L'EPAMarne, alors s'il y a un outil de planification, voilà. Enfin, le bras armé de la planification, l'établissement public d'aménagement, il en est l'incarnation. Alors je dois dire que, et en particulier l'EPAMarne, qui a connu depuis, comment dirais-je, plusieurs dizaines d'années, est le grand ordonnateur de l'urbanisation de l'Est parisien, et avec des centres commerciaux considérables, comme Val d'Europe par exemple, Shell et autres Torcy, voilà, etc. Enfin, beaucoup d'aménagements commerciaux. Donc vous êtes, vous, un planificateur au plan régional de l'urbanisme. Et donc, première question avec mon long préambule. Vous, comment vous voyez, pour commencer, que cette nouvelle réglementation du ZAN, le zéro artificialisation nette, je prends ma respiration à chaque fois pour le faire, comment ce zéro artificialisation nette impacte votre métier à vous d'aménageur, de planificateur? Enfin, est-ce que cette nouvelle injonction qui vous est faite, comment ça structure votre réflexion, votre action? Alors peut-être pour dire quand même en deux mots, EPAMarne, c'est aussi EPA-France, hein, donc le secteur que vous mentionnez, Val d'Europe, c'est Disney, etc. On a accompagné l'arrivée de Disney. Et aussi EPAMarne, EPA-France, c'est certes l'État, mais c'est l'État avec son expertise auprès des collectivités. On répond aux projets de territoire et c'est une forte transformation d'EPAMarne puisqu'on a l'image d'EPAMarne ville nouvelle. Aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, EPAMarne est au service des projets de territoire portés par les collectivités, que ce soit les agglos ou les villes. Donc on est vraiment comme une société d'économie mixte à l'appui de nos collectivités. Alors le ZAN, pour nous, c'est un grand changement de paradigme. Puisque historiquement, comme pas mal d'aménageurs, moi j'ai bossé aussi à la Serme à Montpellier ou à Paris-Saclay,
On a fait pas mal, surtout sur les grands projets d'aménagement, du développement urbain, sur des zones qui étaient plutôt des zones agricoles, en tout cas des zones qui n'étaient pas forcément artificialisées. Et donc aujourd'hui, par le ZAN, mais quand bien même il n'y aurait pas eu le ZAN, de toute façon, EPAMarne avait commencé cette transformation, on change notre métier d'aménageur. Dans les grands fondamentaux qu'on change, et on commence du coup à parler vraiment sérieusement d'urbanisme négocié. Ce n'est pas uniquement des éléments dont on parle dans les salons, mais typiquement sur les zones commerciales, on arrive sur des fonciers qui sont maîtrisés soit par des particuliers, soit par des grandes foncières. On va peut-être montrer une image, je crois qu'on avait une image là de la zone commerciale. Donc voilà, par exemple, un des sites sur lequel on travaille, qui est situé à Montévrain, donc juste à côté du Val d'Europe. Ça, c'est l'état actuel. Et puis, on peut peut-être montrer l'état futur, c'est-à-dire ce vers quoi on veut aboutir, c'est-à-dire un vrai quartier de vie. Bah, tout ceci nous impose de changer de paradigme en tant qu'aménageur, puisqu'on doit négocier avec la foncière qui possède les 3/4 du site, qui est la foncière, le groupe Frey, qu'on connaît bien, donc foncière commerciale, sur un site très dynamique. Donc ça, c'est un changement profond. EPAMarne, dans les années 80-90, déroulé du projet d'aménagement, certes main dans la main avec les collectivités, mais sans être obligé de passer par une négociation avec les propriétaires fonciers. Donc, négociation avec le privé. Négociation, et une vraie négociation, pas juste une négociation où derrière... Pas pour rire, ouais, il y a des intérêts financiers. Hein, on met l'épée de Damoclès de la DUP, parce que sur ces fonciers-là, on est sur de telles valeurs de capitalisation du foncier. Hein, c'est un centre commercial ici qui marche très très bien, avec des niveaux de loyer à peu près de 160 €. Toutes les surfaces commerciales, il y a à peu près 30 000 m² de commerce, sont toutes occupées. Ça y est, on a fait le calcul. Donc il n'y a pas de vacances. Non mais c'est intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la vacance. En fait, typiquement sur des secteurs extrêmement dynamiques comme ça, nous, on n'a pas de vacances. Hein, donc c'est à la fois très bien pour le territoire, c'est un inconvénient, c'est qu'on n'a pas de vacances. En fait, les sites qui vont être intéressants pour l'urbanisation, mécaniquement, c'est des sites qui marchent bien. Enfin, ce qui marche bien pour le commerce, c'est aussi ce qui marche bien pour le logement potentiellement. Assez souvent, les deux vont ensemble. Il ne faut pas croire que on va se servir d'endroits qui ne marchent pas bien pour ressusciter sous une autre forme. C'est les mêmes. Ouais, c'est vrai aussi pour le développement économique plus classique. Nous, ça marche très très bien. On a un territoire extrêmement dynamique, l'Est francilien. Donc, nos zones d'activité, là, pour le coup, sont pleines à 100% et c'est compliqué de les faire muter. Donc, le deuxième grand paradigme, c'est la question des montages. Classiquement, EPAMarne et les autres aménageurs, on achetait du foncier, puis on revendait par promesse de vente et par acte de vente aux promoteurs pour qu'ils construisent des logements selon un mécanisme bien huilé, d'appel à projet, etc., de fiches de loi, etc. Là, on change de mode de faire, puisque par définition, ce qui va sortir, par exemple, sur ce projet, ce sont des opérations qui seront pour partie en copromotion avec le groupe Frey ou avec d'autres acteurs, y compris sur des questions stratégiques sur ce genre de site, qui est la question de que fait-on des parkings. Puisque vous parlez de la décarbonation, ici, c'est des secteurs très carbonés, puisque les gens viennent ici en voiture. Il y a à peu près 15 millions de personnes qui viennent dans ce centre commercial par an. Ils y viennent à 95% en voiture. Et donc, ces places-là sont totalement occupées. Donc, il faut les verticaliser en stationnement pour remonter. Alors, il y avait un exemple, je crois, on a une petite image d'un parking silo un peu plus loin, la slide d'après. Et donc, typiquement, sur un parking silo, quel montage on observe là-dessus? Puisque dans ce parking silo, bien évidemment, il faudra reloger les places pour les commerçants, mais aussi les nouvelles places pour les logements qu'on fait venir sur ce quartier. Et donc, on se pose la question avec Laurent Girometti, directeur d'EPAMarne, de se dire, est-ce que c'est pas, par exemple, via une foncière d'EPAMarne qu'on pourrait porter ces parkings silos pour en assurer, du coup, derrière, la relocation pour partie à des gens qui sont dans les logements, pour partie aux commerçants, via le partenariat avec Frey, et puis se laisser la possibilité de se dire si dans 20 ans, dans le cadre de la décarbonation globale, on observe quand même en Ile-de-France une baisse un peu du nombre de transports par véhicule. C'est assez lent, mais il y a quand même une baisse. Donc peut-être que dans 20 ans, on aura un tiers de voitures en moins. Donc du coup, on pourra peut-être restructurer ces parkings-là pour, par exemple, en rez-de-chaussée, mettre du commerce au lieu d'une nappe de voitures. Vous allez avoir aussi une décarbonation de la mobilité elle-même. C'est-à-dire que la micro-mobilité électrique va prendre aussi beaucoup de place. Tout à fait. Accessoirement. Et puis un troisième grand paradigme pour nous aménageurs, c'est la question de la nature en ville. Alors on peut peut-être montrer la slide d'avant. Voilà. Aujourd'hui, nos concitoyens, quel que soit l'endroit où on est en France, mais c'est encore plus vrai sur les grandes métropoles où il y a une vraie densité, ont une aspiration à gagner de la nature en ville.
Le sujet ici, il est encore plus sensible qu'ailleurs. Aujourd'hui, une zone commerciale, c'est 95% d'artificialisation, soit les boîtes à chaussures, soit les parkings. Comment retrouver ici de la nature en ville? Et donc là, c'est pareil, par rapport à notre métier d'aménageur, là, on va commencer nos premiers aménagements. Ça ne sera pas de tirer du tuyau, parce qu'en fait, les tuyaux sont déjà existants. Ici, on les a tirés. Paradoxalement, c'est Epamarn qui les a tirés il y a 15 ans pour faire cette zone commerciale. Donc là, les tuyaux, ils sont très bien. Voilà. Mais par contre, on va désartificialiser certains parkings après avoir transformé en parking silo. On va recréer des continuités écologiques qui n'existent plus, puisque ces grands centres commerciaux, souvent, sont des coupures certes urbaines, mais aussi des coupures naturelles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de transition pour les espèces d'insectes, pour les espèces d'oiseaux, etc. Donc il va falloir recréer sur des largeurs significatives des espaces de transition écologique. Donc ça change aussi complètement notre façon de faire notre métier d'aménageur. Merci beaucoup. Donc changement d'équipe, enfin dans les équipes aussi chez vous, enfin ça fait évoluer les profils? Alors non, parce que historiquement, les profils de chefs de projet, qui sont les chevilles ouvrières chez l'aménageur, sont des profils capables d'embrasser un grand nombre de problématiques. C'est des profils qui peuvent être architectes, qui peuvent être ingénieurs, qui peuvent être issus de filières de... On est déjà 130, on est le deuxième plus gros aménageur français, donc on tient bien à 130 malgré la crise, donc c'est positif. Mais voilà. En tout cas, c'est des profils très variés, donc qui sont capables de changer assez vite, de passer de sujets de renouvellement urbain en zone NPNRU à des sujets zone commerciale ou à des projets plus classiques. Donc on a effectivement des profils chez Epamarn. Donc voilà. Après, objectivement, on passe plus de temps sur la négociation que ce qu'on le faisait avant. Donc c'est pas tellement une question de profil, c'est plutôt une question de comment on répartit son temps dans la journée. Voilà, on passe beaucoup de temps à négocier et à travailler avec nos partenaires. Merci. Je rebondis, merci beaucoup Arnaud. On sent que ces projets de transformation sont des projets qui sont quand même complexes. C'est des projets sur le temps long, avec la nécessité d'aligner différents intérêts de la collectivité, les habitants, l'enseigne, le promoteur. Et on voit des nouvelles coopérations qui émergent, parfois un peu originales. Et donc c'est une question que je souhaitais poser à Baptiste. On a notamment entendu parler il y a quelques temps à présent d'une coopération un peu inédite que Nexity a développée avec Carrefour, mais je crois qu'il y en a d'autres aussi. Est-ce que tu pourrais nous commenter un peu ces nouvelles façons de travailler ensemble qui sont en train d'émerger tout doucement? Effectivement, on a conclu 2 partenariats avec des grands retailers. Ce qui est intéressant, c'est que l'initiative elle vient des retailers. Ce n'est pas nous qui sommes allés démarcher, c'est Carrefour d'un côté, Intermarché et Mousquetaires de l'autre, qui se sont posés pour des raisons différentes la question d'aller chercher un promoteur, un opérateur urbain qui les accompagne dans une démarche de transformation vers la mixité de leur site. Et donc c'est des postulats de départ qui sont différents chez ces 2 opérateurs. Carrefour qui a une stratégie, on va dire, de modernisation de ses actifs et de réinscription dans la ville, qui est claire et qui est une stratégie aussi de génération de cash flow par la promotion. On le verra dans le montage, c'est assez intéressant. Intermarché, le Mousquetaire, c'est une démarche assez différente qui vient du décret sur l'équipement photovoltaïque en ombrière photovoltaïque des différents parkings. Intermarché s'est dit, pourquoi se bloquer pendant 30 ans sur nos parkings avec des ombrières photovoltaïques s'il y a l'opportunité de faire un autre projet qui est un projet de mixité, d'apporter une activité immobilière complémentaire à l'activité commerciale. Donc c'est pas du tout la même stratégie et c'est pas du tout la même façon d'aborder la situation, puisque Carrefour a vraiment fait un travail gigantesque en amont d'identification des sites qui sont propices à une mutation immobilière. Intermarché, on étudie en ce moment plus de 300 sites, il n'y a pas eu de présélection et c'est nous, Nexity, qui faisons l'analyse des opportunités à chaque fois, site à site, d'un projet. Et donc on a des différents montages avec Carrefour. On a créé une foncière qui est propriétaire aujourd'hui de 74 sites, une foncière sur laquelle on est à 20% Nexity, 80% Carrefour. Carrefour a apporté les sites, nous on a apporté un peu de cash dans cette foncière et on porte le développement immobilier de ces différents sites avec Carrefour en total partenariat. Par la suite, on aura des sociétés de projet qui vont réaliser les projets site à site. Intermarché, on est dans un montage un peu différent. Intermarché, c'est des adhérents. Chaque actif commercial, c'est un adhérent particulier, individuel.
qui est aussi un interlocuteur. Alors, Intermarché, il y a une foncière qui possède tous les sites. Donc, on a une forme de centralisation qui me permet aussi d'avoir une réflexion globale. Mais il y a à chaque fois un acteur individuel sur le site. Alors, Carrefour, majoritairement, c'est des sites qui sont en exploitation Carrefour aussi. Tu peux peut-être nous commenter un petit peu le partenariat Carrefour et puis aussi le montage que vous avez mis en place. Là, j'ai quelques chiffres clés là, que je partage. Ouais, donc Carrefour, on a créé cette foncière sur 74 sites. On a 26 hypermarchés, parce que tout à l'heure vous parliez de zones commerciales et de galeries. C'est pas systématiquement le cas. On a aussi, donc nous on a 26 hypermarchés, mais on a aussi 32 supermarchés, Carrefour Market typiquement, et aussi des sites de proximité qui sont des petits sites de centre-ville, qui sont des dents un peu creuses dans un centre-ville. Il n'y a pas que l'hypermarché et sa grande galerie qui certes, propose un grand foncier et donc des grandes potentialités de programmation. Il y a aussi un potentiel énorme sur les supermarchés qui sont souvent plus proches des centres-villes. Parfois en centre-ville, on a des cas en centre-ville qui sont très intéressants. Et typiquement, on a une surface commerciale qui fait 1000-1200 mètres carrés et un grand parking en centre-ville. Et là, c'est une opportunité formidable pour développer des projets. Oui, parce que comme ils sont secs, il n'y a pas d'autres exploitants autour de l'hyper. La discussion avec les propriétaires et l'exploitant est potentiellement un peu plus simple puisqu'il y a un seul interlocuteur. Donc, j'entends ce que vous dites, c'est qu'en termes de réalisabilité, enfin de capacité à réaliser et à transformer, c'est peut-être éventuellement plus rapide. C'est le cas le plus simple, on va dire, pas forcément techniquement, mais d'un point de vue montage, le supermarché de centre-ville, un interlocuteur principal, parfois il y a des petits commerçants aussi, donc mini-galeries, mais un interlocuteur principal, un foncier qui peut se prêter à des opérations tiroirs. On reconstruit un nouveau magasin en pied d'immeuble sur le parking, et dans un deuxième temps, on démolit l'existant pour refaire une deuxième partie d'opération. Voilà, il y a un impact évidemment sur l'exploitation, c'est pas neutre pour le commerçant, mais c'est quelque part beaucoup plus simple qu'un hypermarché où il peut avoir soit un grand commerçant et un Clépierre, un Unibail ou autre qui est propriétaire de galerie. Là, c'est à la limite assez simple, mais quand c'est 20, 25, 50 petits commerçants qui sont dans les galeries, là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc l'hypermarché, il offre un énorme potentiel, mais c'est des opérations qui sont plus longues à mener, avec un équilibre économique qui est loin d'être évident. On y arrive sur un certain nombre de sites, on avance bien avec Carrefour, mais voilà, il y a toute une typologie de sites et de types d'opérations qu'on peut faire entre la simple densification, quand on vient construire un peu sur le parking en libérant, en faisant du silo, les opérations tiroirs, et parfois aussi des démolitions en construction, on peut le faire quand le propriétaire est aussi l'exploitant, c'est plus simple. Oui, juste un petit commentaire, parce qu'on en parlait juste avant l'entretien, dans un site où il y a des commerçants. En fait, la propriété, il y a le propriétaire du bâtiment, mais il faut considérer que le commerçant exploitant, via la propriété commerciale qui est générée par son bail, est un interlocuteur du même niveau d'enjeu que le propriétaire du bâtiment. Donc ça multiplie effectivement le nombre d'interlocuteurs. Et quand on a la chance d'avoir un monopropriétaire qui potentiellement est aussi le mono-exploitant, effectivement, il y a une potentialité beaucoup plus importante de réaliser la discussion plus rapidement. Juste un dernier point, du coup, tu nous as expliqué qu'il y avait une étude avec Mousquetaire où l'idée c'était d'essayer d'identifier un pourcentage de sites potentiels. Est-ce que tu peux juste peut-être nous commenter un peu où vous en êtes de cette étude et quelles sont les tendances de fond? Ouais, donc, les Mousquetaires nous ont confié l'étude d'à peu près 300 sites qui sont répartis un peu partout sur le territoire. Là, c'est la deuxième phase. Il y a 150 sites sur la carte, mais il y a une première phase préalable. Et notre travail a été d'analyser la potentialité de chacun de ces sites et voilà, d'analyser en fait, est-ce qu'il y a un marché immobilier, est-ce que le site Intermarché est, c'est Intermarché ou Bricomarché, toutes les enseignes du groupe, est dans un environnement qui est propice à un projet IMO, soit en logement, soit en activité économique ou autre. Et voilà, on a analysé ce portefeuille. On arrive à des conclusions qui sont qu'il y a à peu près 20% des sites sur le portefeuille Intermarché qui sont propices à un projet de mixité.
il y a un taux de chute assez fort, mais il faut aussi se dire que les sites Intermarché sont très peu souvent des sites de centre-ville. Ils sont dans des sites de communes de 5 000, 10 000 habitants, très souvent. Donc il n'y a pas forcément un marché immobilier porteur là où l'activité commerciale est installée. Donc il y a un taux de chute de 20%, enfin un taux de chute de 80%. Donc on arrive aujourd'hui à peu près 50-60 sites qui sont propices à un projet. Et notre accord avec les mousquetaires, c'est que nous, on fait 50% de ces sites en promotion. Les 50% autres peuvent aller chez un concurrent. Voilà. Merci. Alors, je vais vous poser une question à Gaëtan Varny. Alors, Gaëtan, vous êtes directeur général de développement urbain chez Altarea Cogedim. Alors, un spécialiste de tout, enfin un bon spécialiste de tout, je dirais. Enfin, donc, à la non, mais c'est une entreprise Cogedim qui est à la fois qui connaît bien le retail, performant dans le bureau et également évidemment un immense promoteur de logement. Donc vous avez toutes les cartes en main, Gaëtan. Donc on va vous écouter religieusement là pour savoir dans ce type d'opération qui nécessite une mixité d'usage. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les enjeux, commerce, bureau, logement, voilà, comment vous regardez ces opérations-là, vous? Merci. Oui, effectivement, je rebondis juste. Effectivement, notre filiale Altarea Développement Urbain est justement en charge de pouvoir coordonner ces différentes, ces différentes compétences du groupe pour pouvoir répondre à ce type de projet. Je rebondis juste sur les deux interventions et je vais commencer par ma conclusion et puis je vais dérouler mon. mais on a pu déjà en discuter. Ces types de projets de reconversion de zones commerciales, et ça fait écho aux deux interventions juste avant, ce qui est indispensable, et il y a eu un changement de paradigme, pour reprendre vos mots, c'est la négociation. Alors moi j'appellerais ça plutôt du partenariat et de la discussion avec tout le monde autour de la table. Et c'est quelque chose qui est un changement effectivement de paradigme, que ce soit pour les villes, que ce soit pour les aménageurs, que ce soit pour les propriétaires ou les opérateurs. Et en fait, ces opérations sont déjà tellement compliquées qu'en fait, elles évoluent dans le temps. Et le temps, c'est la deuxième partie de ma conclusion. Le temps est un sujet très important dans ce type d'opération, aussi bien pour les actifs que pour l'évaluation des différentes programmations. Et donc, il faut que tout le monde soit autour de la table pour pouvoir discuter et créer le projet ensemble. Et réfléchir ensemble à cette reconversion. Parce que la question, c'est comment créer de la valeur à partir du déjà là. J'avais vu dans une des slides tout à l'heure le déjà là. Et effectivement, il y a plusieurs créations de valeur possibles à partir d'un projet. Alors, je vais dire des banalités, mais en fait, toutes ces valeurs permettent de créer la valeur économique qui est quand même finalement le verrou de ces transformations de zones commerciales. Il y a la valeur d'usage, évidemment, avec la mixité programmatique, et ça, on va y revenir justement avec les différentes programmations. La mixité, la valeur sociale, la valeur environnementale, on en a parlé aussi, avec les trames écologiques, la désimperméabilisation, la création d'espaces verts, puisqu'on a souvent des sites quasiment 100% imperméabilisés. La valeur urbaine, avant tout, puisqu'on se retrouve avec des sites souvent monofonctionnels, pas toujours en périphérie, on l'a dit aussi, qui peuvent être en plein centre-ville. Et on va le voir avec un exemple juste tout à l'heure. Et enfin, la valeur patrimoniale, qui est certes, parce que je parlais du déjà là, alors en général, dans les transformations de centres commerciaux, il y a un peu moins de réhabilitation de patrimoine à faire, même si certains urbanistes nous disent de temps en temps qu'il y a un très beau parking silo qu'il faut conserver. Mais ça, c'est un autre débat. Mais la conclusion de tout ça, c'est que chaque projet est vraiment unique et singulier. Et c'est ça tout l'enjeu, et c'est pour ça qu'il faut discuter ensemble avec tous les partenaires et adapter à chaque environnement. Donc je voulais revenir sur, et pour conclure cette petite introduction, c'est donc vraiment travailler tous ensemble le projet et ensemble aussi l'équation économique. Et pas que certaines personnes travaillent un projet en se disant on va pouvoir faire ça, et que d'autres puissent dire alors c'est ça le projet, comment on fait le travail économique. Non. Le paradigme aussi, c'est le changement, c'est que les deux doivent avancer bien ensemble. Et l'un ne peut pas s'adapter à l'autre. Les deux choses doivent évoluer ensemble. Donc on parle beaucoup de transformation de centres commerciaux, mais il y a très peu d'exemples finalement réalisés en France. Donc on souhaitait vous revenir sur un exemple qu'on est en train de livrer en ce moment, qui est Bobigny. Je ne sais pas si on peut... Merci de nous partager ça. Donc ça, c'est une réflexion qui date un peu, puisqu'en 2016, on a commencé à y réfléchir. Donc on est en 2024, quasi 25, et on est en train de le livrer.
On a pu signer les promesses de vente en 2017 et acheter les terrains en 2020. Donc je vous laisse imaginer ce qui s'est passé après 2020. Bon, il y a eu quelques petites problématiques, mais finalement, on arrive à livrer l'opération là en ce moment. Donc la problématique, comme je disais, c'est comment est-ce qu'on crée de la valeur à partir de ces éléments-là, sachant que le commerce est au centre de tout. On parle de commerce depuis tout à l'heure, mais c'est effectivement au centre de tout, puisque c'est le verrou de départ, avec la valeur de l'actif, avec le fait qu'il y ait beaucoup d'interlocuteurs, et même si la propriété est détenue par, alors là en l'occurrence 4 propriétaires, puisqu'il y avait Auchan, Unibail, La Française et un petit peu la ville, mais il y a aussi beaucoup d'interlocuteurs parce qu'il y a des commerçants. Et il faut les évincer ou les transférer. Donc il y a énormément d'interlocuteurs. Donc il y a la valeur d'entrée, il y a le nombre d'interlocuteurs, il y a les montants et les négociations qui sont compliquées à mener sur les évictions-transferts. Et après, on en a parlé aussi, c'est la continuité d'exploitation, notamment des exploitants et même en règle générale des demandes de la ville, puisque on ne peut pas se passer de notre centre commercial, de notre alimentaire pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans pour tous les habitants qui sont autour. Donc c'est vraiment le verrou d'entrée, c'est le commerce. Et en même temps, c'est une partie de la solution, puisque c'est au centre de la conception du projet, parce que ce commerce, comment on le réimagine, c'est ça qui vient créer la valeur d'usage de ce projet et la valeur foncière. Pardon, non, justement, pas foncière. La valeur d'usage, puisqu'on vient créer avant tout les espaces publics et le commerce. Et le commerce, on veut qu'il soit concentré à un bon endroit, avec de la visibilité. Et donc on préfère de temps en temps, et souvent dans ces types de réflexion, on est plus à une diminution de commerce, notamment alimentaire. Enfin, je retourne, parce que Carrefour, on a aussi des partenariats avec eux, comme les grands alimentaires. On est plutôt sur des réductions de surface, des réductions de nombre de parkings, et ça qui permet aussi de pouvoir concentrer le commerce et d'avoir des commerces qui marchent. Donc là, on a souvent des injonctions aussi un peu contraires, parce qu'avec les villes, il y a des villes qui souhaitent de temps en temps plus de commerce, et donc on a des discussions assez longues pour expliquer que de temps en temps, on préfère peut-être un peu moins de commerce, mais être sûr que ça fonctionne. Et puis, il faut des attracteurs pour ces pôles commerciaux. Aujourd'hui, il y en a plus 150. Il y a les hypermarchés, les cinémas, des magasins de bricolage, quand il y en a encore, ou de sport. Mais voilà. Et enfin, je voulais revenir sur les différentes valeurs. Il y a quelque chose qui est important, c'est effectivement le transfert de valeur économique, entre le transfert de la valeur de commerce, puisqu'on arrive sur des sites où la valeur économique du propriétaire, c'est le commerce, et la valeur, elle est créée par principalement le logement. Mais on ne peut pas juste créer de la valeur logement comme ça, et c'est pour ça que c'est un tout, et que je parlais tout à l'heure des différentes valeurs. Il faut évidemment la valeur environnementale, il faut aussi la valeur d'usage, le commerce, pour que tout ça puisse fonctionner et que ça devienne un pôle attractif. Et donc il y a un vrai transfert économique entre le transfert économique commerce actuel en transfert économique, valeur foncière, je parle, du logement. Puisqu'après, la valeur économique, il y en a à différentes étapes et elle est partagée dans le temps. Et là, je vais revenir sur le temps de ces projets qui est indispensable et sur les temps de valorisation. C'est pour ça que je dis à la date d'acquisition, en tout cas, la valeur est effectivement transférée en logement. Et c'est le logement, alors sauf si on est en plein centre de ville, comme ici les Moulineaux par exemple, où il y a une valeur effectivement une valeur tertiaire importante. Mais en règle générale, que ce soit à Bobigny ou on a pu travailler à Nantes ou à Sartrouville, les valeurs foncières bureaux, déjà, elles n'étaient pas extraordinaires, mais encore moins en ce moment. Donc, et le commerce, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une valeur foncière non plus. Alors pour le coup, c'était une valeur d'usage pour le projet, et c'est une valeur qui vient se créer dans le temps pour les foncières. Donc elles vont l'acheter, elles vont demander un rendement, mais elle va se créer dans le temps. Donc c'est pas une valeur qui vient permettre de faire bouger le foncier et la valeur économique. Donc le temps, alors je vais dire encore une fois des banalités, mais c'est important parce que c'est une problématique de ce type de projet et justement de la vision de différentes programmations, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes créations de valeur en fonction du commerce, du bureau et du logement en fonction du temps. Le commerce, je viens de le dire, c'est une valeur foncière assez faible et elle se crée dans le temps. C'est quand c'est loué, et encore même quand c'est loué, c'est pas vraiment encore fait. On attend presque, on va dire, la première triennale pour vérifier que le centre fonctionne. Et puis en général, on essaye de mettre des loyers plutôt bas pour attirer et faire monter petit à petit le centre commercial pour qu'il fonctionne. Parce qu'il n'y a rien de pire de commencer sur un mauvais départ sur un centre commercial. On en parlait tout à l'heure, par exemple, Shell. Une fois que c'est mal parti,
c'est compliqué de remonter la pente. Il vaut mieux que ça parte bien et la création de valeur se fait petit à petit. Mais donc, ce n'est pas une création de valeur au day one pour le foncier. Le bureau, lui, à l'inverse, quand il y en a et quand ça fonctionne, là, c'est vraiment 0 ou 1. Et c'est au moment où on signe une location, on n'a même pas encore commencé la construction, que si on a signé un BFA, ça y est, la valeur, elle est faite, on peut vendre le terrain, le foncier et le produit, et la valeur, elle est faite tout de suite. Alors après, il y a la complexité de savoir si on lance en blanc, et à ce moment-là, ça, c'est un risque très important, puisque c'est 0 ou 1, et si c'est 0, quand je dis 0, c'est même moins 1 plus que 0. Et le logement, lui, c'est au fur et à mesure, puisque avec le système de VFA et de précommercialisation, on l'a au fur et à mesure, et donc ça rentre petit à petit, donc c'est jamais 0. Par contre, c'est jamais le 1, la marge, puisque la marge, finalement, c'est les derniers logements qu'on va vendre qui vont la créer. Tout le début, c'est on monte petit à petit, ça permet de couvrir le foncier, ensuite ça permet de couvrir le prix de revient de l'opération, et à la fin, les opérations, si on a bien réussi à tout vendre, à la fin, c'est ça qui crée la marge. Donc il y a une vraie complexité de temps et de valeur en fonction des différentes programmations. Voilà. Très intéressant. Merci. Cette désynchronisation des projets, oui. Cette désynchronisation de la création de valeur, là, qui est un paramètre essentiel de l'aménageur. Hein, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une clé de lecture très intéressante. Ouais, j'en ferai une petite slide d'ailleurs. On a pris un petit peu de retard. On va se laisser encore une petite quinzaine de minutes pour aller au bout de vos témoignages qui sont passionnants. Arnaud, vu de ta fenêtre, est-ce que tu aurais 2, 3, 4 conditions qui peuvent présumer du succès d'une opération de transformation de ce type ? Alors, comme on parle ici de la transformation pour y accueillir du logement, nous, la première condition qu'on met avant de lancer quoi que ce soit, quelque réflexion que ce soit, c'est l'habitant. Puisque, effectivement, c'est pas le tout de décréter, de transformer les zones commerciales pour y faire venir des personnes. Encore faut-il que ces personnes y habitent à terme dans un quartier désirable. Vous parliez tout à l'heure du centre commercial, par exemple, à Torcy. On l'a regardé, on n'y a pas été. Pourquoi ? En tout cas pour le logement, parce qu'on a l'autoroute A4, on a la RN 104, on a 3 lignes aériennes de très haute tension. Donc autant dire que l'habitabilité, elle est à peu près nulle. Et on se l'est également posé, y compris dès le démarrage de nos études. Moi, ce qui n'est pas du tout classique, c'est qu'on a commencé non pas par une étude urbaine, mais par une étude sociologique. On a été questionné une centaine de familles. On a envoyé des sociologues sur le terrain et on leur a demandé, certes, leur pratique du centre commercial, parce qu'on voulait voir comment ils souhaitaient que le centre évolue, mais aussi si demain ils devaient habiter là, étaient-ils prêts à habiter à tel ou tel endroit, dans quel type de logement, étaient-ils prêts à mettre leur voiture dans un silo plutôt que dans un parking souterrain comme on l'a d'habitude. Donc l'habitabilité, c'est le facteur numéro 1. Il ne sert à rien d'imaginer une transformation si on n'est pas convaincu avec les élus, avec nos partenaires, que les gens pourront y habiter et avoir, typiquement dans le projet qu'on présentait tout à l'heure, une jolie vue plein sud sur une forêt, un espace agricole. C'est la chance qu'on a sur le projet qu'on a là, c'est qu'en périphérie, on a un paysage assez beau, assez naturel, donc on peut se permettre, c'est-à-dire qu'on ne donnera pas demain sur une arrière-cour de boîte à chaussures. Le deuxième facteur, ça a déjà été un petit peu beaucoup dit par Gaëtan, c'est le facteur financier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on est totalement à bilan ouvert dans le cas d'espèce avec le groupe Fray, c'est-à-dire que moi je partage à mes homologues de Fray mes bilans et eux nous partagent leurs bilans. Ce qui est intéressant, moi j'avais jamais fait des bilans de foncière, donc j'ai appris une nouvelle chose dans mon métier. Mais surtout, si l'équilibre financier n'y est pas, et autant vous dire qu'on se questionne sur le projet ici, on se questionnera peut-être moins sur d'autres sites, mais en tout cas sur ce projet-ci, c'est que notre bilan aménageur, il tourne. Finalement, malgré l'investissement qu'on doit faire en désartificialisation, malgré les quelques équipements publics qu'on doit recréer, par exemple des classes, puisqu'on aura des habitants, donc des nécessités de groupes scolaires, etc., on y arrive. On a, il faut le dire, une subvention de France 2030 qui nous accompagne là-dessus. Grâce à la subvention de France 2030, on arrive à faire tourner un bilan d'aménagement. En revanche, pour la foncière, c'est beaucoup plus compliqué. Typiquement, pour libérer du sol,
il y a le parking silo qui est une solution, et puis l'autre solution, on n'a pas le choix, on doit faire des opérations dites à tiroir. C'est-à-dire qu'on a quelques commerces à déménager, pas beaucoup, mais quelques-uns, on les met dans un tiroir à côté, le temps que se reconstruise un nouveau bâtiment avec de la verticalité. Eh bien, cette équation-là, elle ne marche pas pour la foncière. Parce qu'aujourd'hui, ces commerçants qui ont 1500, 2000, 3000 mètres carrés, c'est de la moyenne surface, hein, et qui payent très bien leur loyer et qui marchent très bien. Ils ont été implantés il y a 10 ans dans un bâtiment qui n'avait rien coûté, qui avait coûté 500 € du mètre carré. Là, il faut les réimplanter dans un pied d'immeuble où ça va coûter 2500 €, voire 3000 € la coque, hein, la fameuse coque de rez-de-chaussée, qui est 6 fois plus cher que ce qui avait été payé à l'époque. Donc déjà, ce coût-là, il faut l'inventer, hein, faut le trouver. Il y a le coût de la démolition, et puis il y a les coûts, tu as commencé à en parler, mais aussi les coûts par rapport aux commerçants du déménagement. Hein, pour vous donner quelques chiffres, c'est à peu près 300 €, hein, la foncière. Ce qui est pratique, c'est quand elle fait déménager un commerçant au sein de ses pôles, c'est à peu près 300 € du mètre carré. Donc quand vous avez un bâtiment à 3000 mètres carrés, vous avez déjà un chèque de 900 000 € à faire. Sans compter ce qui est légitime et ce qui se pratique beaucoup dans le monde du commerce. Par exemple, un loyer gratuit pendant 6 mois dans cette période de transition. Donc quand on met tous ces coûts bout à bout, finalement, ça ne passe pas. Parce que ce qui pourrait faire que pour la foncière commerce ça marche, c'est qu'il y ait une nouvelle valeur locative qui se crée. Mais finalement, la nouvelle valeur locative est assez peu différente de la première. Hein, là où ils payaient déjà 160 € de loyer sur des enseignes comme Intersport ou autres, le nouvel Intersport, certes, va trouver un peu plus de surface, mais il ne va pas pouvoir du jour au lendemain payer 180 ou 200 € de loyer. Donc on ne peut pas créer de la richesse et de la valeur comptable dans les comptes de la foncière. Donc finalement, l'équilibre financier, pour l'instant, il ne tourne pas. Typiquement, il ne tourne pas. On est en train de regarder d'autres sites où là, pour le coup, certaines foncières, par exemple, se retrouvent avec un actif qui ne fonctionne pas parce qu'il y a 50% de vacances, etc. Où là, on se dit, on a une chance d'avoir un modèle économique qui a plus de chances de tourner. Hein, mais en tout cas, ça, c'est un des écueils là-dessus. Et un des derniers volets sur lequel je voulais insister, c'est le côté procédural. Donc bien évidemment, nous, c'est une de nos grandes compétences, c'est de savoir mener à bien des procédures. On a tous en tête la procédure de ZAC, les aménageurs sont les grands spécialistes en France des procédures de ZAC, mais aujourd'hui, tout s'est complexifié. Mes collègues m'en sont témoins. Sur les questions environnementales, ça devient une complexité. Les couches, les surcouches et les recouches sur les espèces protégées et autres deviennent très complexes. Mais également sur des sujets encore plus pointus juridiquement, par exemple la loi climat et résilience, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit il n'a plus d'autorisation de construire du commerce sur des zones non artificialisées. Sauf que pour faire des opérations à tiroir, on a besoin, même si c'est modeste, mais d'implanter dans le premier tiroir sur un terrain qui aujourd'hui n'est pas construit, donc non artificialisé. Donc, problématique. Quand on fait travailler nos avocats là-dessus, ils disent attention, il peut y avoir un risque juridique sur ce premier plot que ça fait. Donc on avait commencé à travailler, alors aujourd'hui avec les problèmes gouvernementaux qu'on connaît depuis le mois de juin, c'est compliqué, mais on avait commencé à l'époque à travailler avec les équipes de... Donc à l'époque c'était Olivia Grégoire qui était ministre commerce PME PMI, on avait commencé à travailler avec les gens de son cabinet pour bien anticiper, alors ça servira à tout le monde, hein, on sert un peu nous de poisson pilote là-dessus, mais de bien anticiper quelques évolutions juridiques pour permettre que si une opération de restructuration de commerce se fait, on puisse s'autoriser ponctuellement à un peu artificialiser en périphérie pour faire des opérations à tiroir. Idem sur la question, et on travaille main dans la main avec Frey ou d'autres là-dessus, sur la question des CDAC. Le problème d'une CDAC, dès qu'on recrée du commerce neuf, typiquement un Intersport neuf, il refait une CDAC, alors qu'il était là déjà quelques temps avant, ce qui est complètement paradoxal. Donc il faudrait qu'il y ait une législation complètement adaptée sur ces restructurations lourdes pour qu'on n'ait pas à refaire de la CDAC. Alors, c'est pas tellement le fait de faire une CDAC, on sait faire, bon, c'est un peu de temps, c'est de l'huile de coude, mais on y arrive. Le problème, c'est les recours. C'est ça le problème, c'est que dès qu'on fait une CDAC, ça voudra un recours et il y aura toujours quelqu'un dans l'environnement qui aura une appétence à faire un recours. Donc ça, c'est aussi un des facteurs de réussite, c'est que collectivement, y compris l'État, dans son volet législatif, comprenne qu'il faut faire évoluer la législation pour que ces opérations puissent sortir. Sinon, on n'y arrivera pas. Merci. Bon, sinon, nos débats sont très riches. Là, on n'aura pas le temps de tout voir. Mais on finit quelques questions. Baptiste, dans toutes ces complexités, donc vous avez, ce qui est intéressant, on a vu
un très grand nombre de sites potentiellement dans votre escarcelle à traiter. Donc c'est ce que comment déjà traité ou en cours, voilà. Donc au fond, en termes de priorisation des opérations, vous en avez dit un petit mot tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez nous préciser quels sont vos critères de ciblage, premièrement, enfin, dans toute cette liste d'opportunités que vous avez, et quelles sont les clés les instructions que vous donnez pour faire que les bilans tournent, ce qu'on évoquait à l'instant. Voilà. Les critères ciblage, je les ai un peu évoqués tout à l'heure, mais très rapidement, le marché IMO, sur les critères du marché IMO, aussi ce qui est important, les reconstitutions que le projet génère. Parce que ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on vient consommer des places de parking, il faut reconstituer le silo. Quand on vient impacter la station essence, il faut la déplacer, la refinancer, ainsi de suite. C'est un paramètre qui peut faire basculer le bilan dans le mauvais sens. Ce qu'on regarde aussi, c'est le type d'opération envisageable qui dépend du foncier de l'actif commercial. Est-ce qu'il y a un grand parking qui permet de faire la densification, une opération tiroir ou non? Il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Sur le bilan, on a des impacts négatifs, on va dire, par rapport à nos bilans usuels, qui sont principalement les reconstitutions, parking, station essence, drive. On a aussi tout ce qui est indemnisation. Quand on vient gêner un commerçant, on a des troubles d'exploitation. On les indemnise systématiquement dans les bilans. Ils sont calculés en accord avec le propriétaire, mais voilà, c'est une ligne de dépense inusuelle. En face, le partenariat de Carrefour, notamment, nous permet d'avoir un montage extrêmement intéressant pour les bilans. C'est que, d'une part, donc on a créé cette foncière qui est propriétaire d'un certain nombre de sites, et dans ces sites, il y a des commerces, évidemment, et donc on touche des loyers. La foncière touche les loyers des commerces. On a une recette qui n'est pas habituelle, qui nous permet de financer les études. On a des bilans, aujourd'hui on est en train de déposer les premiers permis de construire sur certaines opérations. On a des bilans qui sont sauvés, entre guillemets, par des recettes du loyer sur les opérations, enfin par le loyer sur les opérations tiroirs. Donc c'est extrêmement intéressant. Et il y a aussi cette question de portage avec Carrefour. On a ce grand partenariat, donc la valeur de charge foncière, elle a été calculée site à site en fonction de ce qu'on pouvait générer. Mais l'intérêt pour Carrefour, c'est d'avoir une valeur globale. Donc ça veut dire qu'il y a des sites qui sont une charge foncière très très faible par rapport à ce qu'on va générer en termes d'opérations, et d'autres des charges foncières beaucoup plus intéressantes parce que le marché est plus porteur. Donc on peut transformer des sites qui tout seuls n'auraient pas évolué parce qu'on est dans une grande foncière qui a un équilibre global et une péréquation. Vos intérêts sont alignés avec votre partenaire, en l'occurrence? Nos intérêts, et aussi ceux des villes, en l'occurrence, parce qu'il y a des marchés très peu porteurs qu'on arrive à faire bouger parce qu'on a valorisé quasiment à zéro le foncier. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une dernière question. Un grand merci à vous, à Gaëtan. Du coup, une question un peu difficile pour finir avec un temps très réduit. Moi, j'ai compris qu'on a beaucoup parlé de logement comme étant source de création de valeur. Donc, c'est quand même intéressant, surtout dans le contexte qu'on connaît. Mais est-ce qu'on n'aurait pas la tentation de la surdensification ? Et du coup, on en revient à ce que disait Arnaud, c'est-à-dire qu'il faut quand même à la fin qu'on ait quelque chose de désirable. Est-ce qu'on n'a pas la tentation de faire du R+10 avec des causes de 10 ? Non, moi, je dis n'importe quoi. Bref, quelle est ta vision de cette équation entre faire tourner le bilan et puis avoir quelque chose de désirable, habitable ? Question simple en 2 minutes. Très simple, effectivement. Non, la densité, oui, la densité est importante, mais après, ça dépend ce qu'on met derrière le mot de densité, parce que densité, on parle souvent de hauteur, en fait. Souvent, on fait un amalgame densité égale hauteur, ce qui n'est pas forcément le cas. Et on a un exemple très précis, si on peut peut-être mettre la slide juste après. On a celle d'avant. On a un partenariat depuis maintenant 5 ans avec Carrefour. On travaille sur 2 projets, un à Sartrouville et un à Nantes. C'est à peu près les mêmes marchés, autour de 5 000 €, à peu près les mêmes tailles de foncier. Donc il faut à peu près le même nombre de logements, pour aller faire simple et caricaturer, pour pouvoir débloquer les choses et faire bouger les lignes. Et ben en fait, on voit qu'on a travaillé du coup avec la ville et on n'a pas eu du tout les mêmes réponses d'un côté et de l'autre. À Sartrouville, on est à côté du quartier des Indres avec une zone en rue, et ils veulent démolir justement ce qu'ils appellent les tours, enfin en tout cas les bâtiments de grande hauteur. Et donc la ville nous a dit on veut pas de plus de R+5. Mais par contre, à côté, il y avait un parc. Donc faites une liaison avec le parc, réhabilitez le parc, et par contre, pas plus de R+5, et vous faites des rues classiques, sans grands espaces publics forcément énormes, mais avec des cœurs d'îlots. Et bien. Par contre, de l'autre côté, sur Nantes, ça a été l'inverse. Ils ont dit, au contraire, montez et faites-nous un grand parc central de 1,5 hectare, 2 hectares,
Et donc, on n'a pas eu du tout la même réponse. On a à peu près la même programmation, je parle de densité de logement, là, parce que la densité, elle vient aussi en fonction de la programmation. Parce que comme je disais tout à l'heure, la programmation, enfin, la valeur économique, c'est surtout le logement qui l'a fait. À Nantes, ils ont souhaité qu'on fasse entre 10 et 20 000 m² de tertiaire. Clairement, la charge foncière, elle est, pour pas dire zéro, on a mis 100 €, mais je pense que c'est pas beaucoup plus que ça. Par contre, en termes de densité, c'est hyper impactant. Et la densité, elle est vue en termes de piétons. C'est comment est-ce qu'on fait en termes de piétons quand on vit. Donc ça, c'est encore une dernière réponse, et j'ai peut-être un petit exemple juste après sur Issy-les-Moulineaux, pour ceux qui connaissent le projet d'Issy-les-Moulineaux, où on a appelé ça, c'est un peu notre vitrine, ce qu'on a appelé ça la densité heureuse, parce qu'on est quand même sur 3 hectares en plein centre-ville, et on a un COS de plus de 3. Donc quand on dit comme ça, on fait oula. Et en fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire visiter les gens, on se balade dans le centre avec du commerce et du logement et du bureau, et on pose la question de comment vous sentez la densité, la programmation, et la réponse est assez unanime. Enfin, je vous convie à y aller, ou on peut y aller ensemble. Et on n'a pas du tout cette perception de densité et d'écrasement, parce que c'est le plan urbain, et c'est là que les urbanistes ont tout leur rôle à jouer en lien avec les villes pour faire des coutures urbaines et placer les volumes au bon endroit. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment la perception du piéton en priorité. Et faire même des R+15, c'est pas un gros mot. Ce qu'il faut, c'est juste bien l'intégrer au bon endroit, et que le piéton ne se sente pas écrasé par ce R+15 ou ce R+9, comme c'est là en l'occurrence ici au Moulineaux, où on se balade et on n'a même presque pas l'impression qu'il y a des logements à droite à gauche quand on se balade, parce qu'on est au niveau piéton. On a une petite casquette au-dessus des commerces, et on a tous les logements plutôt en recul. Donc en fait, quand on se balade, on a presque l'impression qu'on est juste avec du rez-de-chaussée. Et en fait, la perception du piéton et la perception du ciel est hyper importante dans cette perception de la densité. Donc la densité, c'est pas un gros mot, c'est pas non plus égal à hauteur, pour résumer. Et la densité, elle doit se raisonner à l'échelle du piéton et des espaces publics. Voilà, pour conclure. Je sais pas si j'ai pu... Merci beaucoup, merci infiniment Arnaud, Baptiste, Gaëtan de vos explications. Et voilà, donc écoutez, juste pour conclure, ouais, vous avez compris, une nouvelle injonction à la densité. Et alors la densité, eh bien, on se tourne vers les endroits où c'est faisable, et le commerce, une fois de plus, démontre... l'immobilier de commerce démontre sa vivacité et sa capacité d'évoluer, de se transformer au service, cette fois, de la densification heureuse. J'aime bien, pour conclure ce terme-là, dans des sites qui le méritent et qui sont déjà vivants et qui vont continuer à l'être avec ces transformations. Merci infiniment à vous trois. On n'a malheureusement pas le temps de prendre des questions. Merci de votre attention ce matin, et bon CB.